Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau d'IFG Live, Parole d'experts. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Étienne Guérin, qui se trouve en face de moi, à qui je donnerai la parole dans quelques minutes sur justement la gestion de patrimoine. Pour qui, comment, pourquoi, autant de questions auxquelles justement Étienne répondra. Étienne est passionné et surtout expert rompu justement en droit et fiscalité du patrimoine. Il exerce une activité de conseil depuis plus de 20 ans maintenant auprès de chefs d'entreprise et de professionnels libéraux. Il est également intervenant à l'IFG, Executive Education. Nous sommes ensemble donc pour 1 heure et nous vous invitons, Étienne et moi, à poser toutes vos questions au fil de l'eau. Je serai moi-même modératrice de notre chat. Bonjour, je vois des messages de bonjour et de bienvenue. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions tout au long de cette heure que nous allons passer ensemble. Je serai votre porte-voix pour ceux et celles qui auraient une problématique en termes de son. N'hésitez pas à rafraîchir la page sur laquelle vous êtes et sachez également que Chrome est le navigateur le plus en adéquation, disons, avec les aspects techniques de ce live. Voilà, mais écoute Étienne, je te laisse la parole. Parle-nous de ce qu'est la gestion de patrimoine. Allez. Voilà. Allez, on parle là-dessus. Bonjour Émilie, bonjour à toutes et tous. Ravi d'être avec vous et de partager ce moment. Donc, comme le disait Émilie, n'hésitez pas à tout moment à poser une question. Émilie les voit. Dans ce cas-là, Émilie, tu m'interromps librement. On y répond immédiatement. Pourquoi? Parce que quand on va parler de gestion de patrimoine, en réalité, vous allez voir, et vous le savez d'ores et déjà, quand on parle gestion de patrimoine, alors en propos introductif, là, on va plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle du patrimoine privé, détenu à titre personnel. Mais la gestion de patrimoine, c'est le patrimoine privé, c'est le patrimoine professionnel. Quand on parle de patrimoine professionnel, c'est est-ce que j'exerce en tant qu'indépendant, est-ce que j'ai une société? Quelle est la forme de la société? Quelle est la fiscalité applicable à la société? Est-ce que ça devient un groupe de sociétés avec un holding, etc. Donc là, aujourd'hui, on va plutôt parler, dans un premier temps, patrimoine personnel, voir quelles sont les règles finalement qui doivent être appliquées. Et je dirais la beauté de ce métier, finalement, c'est qu'il est très transverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a du juridique, du droit civil, notamment, on va en parler. On va avoir de la fiscalité qui peuvent être liées à des produits financiers, notamment. Et puis, justement, on a de la finance. Donc, dans la finance, ce sont les thématiques de marché financier, des actions, des obligations, du monétaire et les outils d'investissement, assurance vie, contrat de capitalisation, compte titre. Donc, on a finalement des panels relativement larges. Et on finira quand même cette présentation par un petit peu d'ingénierie, en se disant, on voit très bien, si on fait un comparatif entre un grand classique, alors grand classique en France, mais qui se développe également très fortement en zone CEMAC, qui se développe fortement en Afrique de l'Ouest. Il y a des gros groupes comme Sunu, on le sait bien, ou des gros groupes bancaires panafricains comme Coris Bank qui travaillent là-dessus. Donc c'est tout ce qui est assurance vie, bien évidemment. Alors les fiscalités sont parfois un petit peu différentes, mais les principes juridiques sont les mêmes. Et donc on se dira, tiens, si on mettait en comparaison une thématique assurance vie dans un but de transmission in fine, ou alors l'utilisation d'une société civile avec une technique de démembrement. Technique de démembrement qu'on retrouve en droit civil en réalité dans différents pays, que ce soit au Gabon, où on a ces thématiques de démembrement, au Cameroun, notamment, qui sont des pays que je connais bien, je ne sais pas, mais on retrouve ça également en Côte d'Ivoire. Toutes ces thématiques de démembrement, ici, on les trouve dans les droits civils, au Bénin également. Donc, on aura des choses qui finalement seront très faciles en compréhension et en exercice pour toutes les personnes qui nous font la gentillesse de nous écouter durant cette heure. Alors, on y va, on se lance. Donc déjà, le patrimoine, d'une manière très simple, c'est quoi? C'est qu'en fait, le patrimoine, c'est un ensemble, c'est une universalité qui inclut des droits, qui inclut des obligations, d'accord? On a des droits, ce qu'on appelle un droit réel. Donc, je suis possesseur d'un bien, un bien immobilier, un bien financier, j'en suis propriétaire. Donc là, on va parler d'un droit réel. Et on a en plus de cela ce qu'on appelle un droit personnel ou des droits personnels. À titre d'exemple, ta nationalité, ta civilité, l'exercice du droit de vote, les libertés fondamentales publiques, etc. Donc, quand on parle gestion de patrimoine, on s'intéresse en tout cas plutôt au droit réel, qui est propriétaire, qui peut acheter, qui peut vendre, qui peut mettre en garantie, qui peut louer, qui peut obtenir des revenus, qui peut transmettre par l'effet d'une donation, etc. Donc, ça, ce sont l'ensemble des droits et des obligations.
avec des actifs qui ont une valeur de marché, une valeur économique, une valeur patrimoniale. Hein, c'est ça l'idée. Et finalement, pourquoi on parle de gestion de son patrimoine? Parce que si l'on prend les bonnes décisions juridiques, économiques, fiscales, on peut évidemment avoir des effets multiplicateurs qui permettent de s'enrichir et d'enrichir ses clients. Très simplement. Très simplement. Donc déjà, la première chose, on en parlait, c'est le droit civil. Le droit civil, c'est vraiment la fondation de toutes les relations économiques que l'on peut avoir entre individus, personnes physiques, personnes morales, et notamment la thématique du droit de la famille. Alors, pourquoi du droit de la famille? Parce que quand on est, par exemple, en couple, que l'on est marié, que l'on a des enfants, déjà, dans le couple lui-même, on va avoir ici, en plus de l'amour, puisqu'on sait très bien que c'est pour toujours, c'est pour la vie, d'accord? Ça, c'est une petite dédicace personnelle que j'avais à faire, donc c'est pour la vie. Mais quand on est en couple, l'idée ici, quelle est-elle? C'est de dire que dans le couple, déjà, il y a des obligations réciproques, d'accord? Vis-à-vis des tiers qui peuvent être des créanciers, là aussi, en fonction de son lien matrimonial, selon qu'on soit marié ou pas, selon qu'on ait choisi un régime matrimonial particulier ou pas, on sait que les droits, là aussi, des créanciers ou des tiers peuvent être plus ou moins prégnants, plus ou moins importants. Donc, la notion de régime matrimonial est importante et même hormis les créanciers, déjà, le régime matrimonial permet de déterminer si, dans un couple, ce sont l'un des deux, donc madame ou monsieur, qui peut intervenir pour acheter ou mettre à la location, par exemple, un bien immobilier, or si obligatoirement les deux doivent intervenir pour des actes de gestion et d'administration, mise à la location d'un bien, par exemple immobilier, perception de loyer, acte de gestion, ou alors les deux obligatoirement si le bien est détenu communément par les deux époux, par exemple vente du bien. Dans ce cas-là, les deux sont propriétaires, on a une gestion conjointe. Donc cette notion de lien matrimonial et civil, finalement, va être importante pour la gestion des actifs, pour les achats, pour les mises en société, pour les ventes, mais également, du coup, pour les transmissions. Puisque lorsque l'on a des enfants, on peut très bien, si on le souhaite, c'est pas du tout une obligation, mais on peut tout à fait décider de leur transmettre un ou des biens, soit en pleine propriété, mais alors on s'en dessaisit complètement et on devient dépendant de ses enfants. Alors pourquoi pas à un âge avancé ou sur certains actifs bien choisis, avec un raisonnement d'ingénierie sociétaire, bien sûr. Mais sinon, ce qui se pratique énormément, c'est de la transmission en nue propriété. C'est-à-dire que les parents restent usufruitiers, peuvent utiliser le bien, peuvent y vivre, s'il s'agit d'un bien immobilier, peuvent percevoir des revenus, donc actions, dividendes, obligations, des intérêts, des coupons, par exemple, bien immobilier, des loyers, donc les parents sont usufruitiers, les enfants sont des propriétaires, et les enfants ne seront propriétaires pleinement qu'à la disparition du deuxième des parents. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça permet déjà d'organiser quand on arrive à 70, 75 ans, parfois avant, mais d'organiser la transmission future de son patrimoine, que les choses soient à peu près calées et organisées pour éviter les tensions familiales, c'est important, d'accord, d'autant plus quand on a une entreprise. Donc ça permet d'avoir des transmissions qui se facilitent, et comme on ne transmet qu'une partie qu'on appelle la propriété, du coup, fiscalement, c'est intéressant, c'est beaucoup moins cher, c'est bien moins onéreux que si je transmettais en pleine propriété. Je vais prendre un exemple immédiatement pour que toutes et tous vous puissiez bien saisir le propos. Imaginons que je décide de transférer la nue propriété d'un bien qui a une valeur, par exemple, de 400 000 euros. Donc, sur ce bien de 400 000 euros, si je dois le transmettre à un enfant en pleine propriété, on va me dire, bon, très bien, ça vaut 400 000 euros économiquement. Et ensuite, j'applique une fiscalité, abattement éventuel, si dans ma fiscalité en droit interne, j'ai un abattement. Par exemple, en France, 100 000 euros d'abattement. Donc 400 000 moins 100 000 euros d'abattement, j'ai 300 000 euros de base taxable. Et ensuite, on va faire un calcul de droit de donation qui fonctionne en France, mais également dans d'autres pays, au Gabon, au Cameroun, c'est le cas qui fonctionne par tranche, d'accord? Et là, globalement, je veux dire qu'on va être taxable à 20%. Donc, si je donne ce bien en pleine propriété à un enfant, ça va coûter 60 000 euros de droit, puisque j'ai
400 000, 100 000 d'abattement, 300 000 de base taxable, à 20% pour faire simple, c'est par tranche, mais à 20% pour faire simple, ça coûte 60 000. Ça n'est pas négligeable. C'est même une somme importante. C'est même une somme importante. Et du coup, que se passe-t-il? Je suis surtout ici, entre guillemets, totalement dessaisi. Je ne peux plus, sauf si mon enfant l'accepte, vivre dans ce bien, hein, pour le dire simplement. Si maintenant je décide de transmettre en nue propriété, et donc de pouvoir conserver mon droit d'usage, d'habitation, éventuellement de mise à la location, en tout cas je reste chez moi, et mon enfant jamais ne pourra me mettre dehors. Donc dans ce cas-là, je vais transmettre la nue propriété. À mon âge, aujourd'hui, 54 ans, sur un plan fiscal, la nue propriété vaut 50% de la pleine propriété. Donc, les 400 000 euros de valeur économique sont retenus pour 50% de 400, 200 000. On est d'accord, Amélie. Là, maintenant, j'ai mon abattement de 100 000 euros. Oui. Toujours. Donc, 200 000 moins 100 000, 100 000 en base taxable. Toujours à 20%, 20 000 euros de droits de donation versus tout à l'heure 60 000. Je viens de faire 40 000 euros d'économie, tout de même. Hein. C'est pas neutre. Et surtout, je reste chez moi. Je paye moins cher et je reste chez moi. Je paye moins cher, je reste chez moi. Je peux avoir des loyers là-dessus. Et pour mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Le jour où je disparais, alors et uniquement, et moi, ma vie va être longue, hein, parce que j'ai prévu 108 ans. Donc, il me reste encore, ah oui, oui, il me reste encore 54 ans. C'est une promesse que j'ai faite. Donc, ici, du coup, quand je viendrai à disparaître, si le bien qui valait 400 000 euros vaut 1 million d'euros à terme, mon fils ou ma fille deviendra pleinement propriétaire sans avoir de droits supplémentaires à payer. Terminé. Donc, ces notions de transmission, finalement, en nue propriété sont des options que l'on prend en matière de gestion de patrimoine. Très simplement, on va regarder donc qui est détenteur, qui est propriétaire, est-ce qu'il y a un lien matrimonial ou pas, qui peut disposer, etc. Donc, pour ça, on a toute une boîte à outils, finalement. Et dans cette boîte à outils, on a la notion, vous le voyez, de libéralité, ce qu'on appelle soit des donations, soit quand je fais de libéralité pour cause de mort, c'est que je veux organiser, on va parler de testament, très simplement. Hein. On va avoir évidemment et avant tout des systèmes de protection entre les époux. Comment est-ce que je fais pour que mon épouse ait une protection accrue si demain je viens disparaître, réciproquement ou pas pour elle, c'est un choix qui est libre. D'autant plus lorsqu'on est dans le cadre de recomposition familiale, enfant de première union, enfant commun, extrêmement fréquent en réalité, hein, dans tous les pays du monde. Je regarde ensuite s'il y a la volonté d'un lien matrimonial. Est-ce que je vais avoir un régime matrimonial par défaut ou alors est-ce que je veux choisir un régime matrimonial? Il y a des pays, par exemple, en zone CEMAC, où le régime matrimonial par défaut, c'est la séparation de biens. Mais je peux opter d'ores et déjà pour un régime de communauté. Et ensuite avoir des aménagements possibles. Je dois par contre pour ça aller voir un notaire. Alors par contre, Rachko nous dit, sois vigilant, 108 ans, ce sera hors taxe. Excellent. Très bien, je valide. Mais avec une TVA à 20%, c'est bien parce que ça me rajoute finalement. Merci beaucoup. Merci. Je viens de gagner 21,6 ans. Ça me fait donc ici un âge quand même honorable de 129 ans et demi. C'est raisonnable, superbe. Merci, je prends. J'ai en plus de cela, donc en plus de ces notions de régime matrimoniaux, des avantages matrimoniaux pour entre époux justement se protéger de manière complémentaire, si je le souhaite, toujours cas avocat ou notaire en fonction de la législation, d'accord. Et ensuite, je vais avoir des thématiques de gestion qui sont l'assurance vie, les utilisations de sociétés soit commerciales, soit civiles, avec des notions de vente, d'apport de mise en garantie ou autre, et des thématiques qu'on appelle des tontines. Alors, pas nécessairement la tontine au sens africain que l'on retrouve, où là, j'ai une mise en commun, en fait, de fonds régulièrement, des versements qui se sont faits, et ensuite, soit un terme donné et une attribution par tirage au sort, ou alors régulièrement des sorties qui se font par tirage au sort. La tontine, c'est également une opération d'assurance, en réalité, qui a été inventée initialement d'ailleurs par un banquier italien qui s'appelait Lorenzo Tonti. Voilà pourquoi on parle de tontine, tontine, tonti. Hein, et qui avait été appelé par Mazarin, en fait, pour refinancer une partie des soldes militaires de l'État français à l'époque. Et après, il y a eu toute cette pratique, et ce qui se pratiquait déjà bien antérieurement est devenu la tontine.
D'accord. Nous avons une question Bien sûr. d'Harold. Pourquoi le régime de séparation de biens, contrat de mariage, Mhm. est-il souvent conseillé aux couples entrepreneurs? Alors, Harold, magnifique, parce que la transition va être superbe. Vous allez voir, on va y arriver justement. On va y arriver. C'est très important. C'est par rapport aux droits des créanciers. Déjà, l'idée, c'est que sur un régime matrimonial, quand il y a contrat de mariage, en réalité, on va dire, bon, bah, très bien. Est-ce que l'on est marié en communauté? Est-ce que l'on est marié en séparation? Si l'on est marié en séparation, chacun est propriétaire de ses actifs, chacun est responsable de ses passifs, de ses dettes. D'accord? Ensuite, il n'y a pas de solidarité pour des dettes qui sont rattachées à des biens que l'on détient personnellement. Attention, attention, parce que si j'achète un bien, les deux époux sont mariés en séparation, mais achètent une maison en commun, une résidence principale en commun. En fait, je dis commun pour que ce soit facilitant, mais on va parler d'indivision. C'est une acquisition indivise parce qu'ils sont en séparation. Donc, les créanciers, s'il y a un emprunt bancaire pour l'achat du bien, les créanciers vont avoir des droits sur le bien avec des époux qui détiennent indivisément. Donc, ça veut dire que finalement, c'est un petit peu comme si c'était en commun. Le créancier, d'accord. Maintenant, justement, si l'un des deux ou si les deux époux sont entrepreneurs, je peux très bien avoir un actif, souvent la résidence principale détenue en communauté, enfin, en indivision sur un régime de séparation, d'accord. Et ensuite, chacun détient son patrimoine professionnel personnellement, à titre de bien propre. Alors, quel est l'intérêt ici? L'intérêt est le suivant, c'est que si je suis marié en séparation avec mon épouse, que pour notre résidence principale, on l'a plutôt mis dans une société civile qu'une détention indivise. On utilise une société civile pour des raisons juridiques de gestion. Bon. Mon épouse a ses activités professionnelles et j'ai les miennes. Mon épouse, évidemment, est plus intelligente, plus fine et a plus de réussite professionnelle que moi. Je ne te dirais pas contre. Et là, malheureusement, c'est comme ça. Et donc, pour ma part, mon activité périclite. Donc, du coup, je dois de l'argent que j'avais emprunté sur une activité professionnelle qui fait faillite. Si l'on est en séparation de biens, le patrimoine de ma femme est protégé. Mes créanciers ne sont pas les créanciers de ma femme. Si maintenant nous avions été mariés en communauté cette fois-ci, et que mon entreprise qui fait faillite était commune, ça signifie alors que les créanciers ont des droits sur la communauté, qui appartient également à mon épouse. Donc en fait, Harold, pour répondre à votre question, quand vous êtes en communauté et que vous êtes entrepreneur, vous exposez les biens que vous détenez ensemble, alors que quand vous êtes en séparation de biens, vous n'exposez que vos biens que vous détenez et non pas le patrimoine de votre épouse, ou réciproquement. Donc le régime matrimonial a un intérêt fort à ce niveau-là. Mais est-il possible, alors j'avoue, je m'immisce dans le chat, il est possible d'être en communauté, mais d'ajouter à cela une séparation dès lors que je crée mon entreprise? Je ne sais pas si j'ai été claire dans ce que je dis. Est-ce que pour tous les biens acquis avant, je peux dire, ben voilà, ça reste de la communauté, mais par contre, pour cette nouvelle entreprise, qui serait nouvelle pour qui ne serait pas préexistante, ce serait du bien propre, c'est possible? Alors, en droit civil, sur un point français, c'est possible. Dans ce cas-là, par contre, il faut simplement, ce qu'on nous dit, c'est qu'en communauté, les biens propres sont les biens qui étaient possédés avant l'union, avant le mariage, sont communs, tout ce que l'on va acquérir durant le mariage. Donc, si tu crées ta société durant le mariage, elle va devenir commune, sauf à connaître l'astuce ici, en fait, où un de tes parents, un de tes frères et sœurs, un ami va te faire une donation, même minime. Avec ça, tu vas créer une société avec une déclaration de remploi. Donc, déjà, quand on te donne, alors que tu es marié en communauté, le bien donné est propre. Et tu dis, voilà, ce bien propre, cette somme d'argent que j'ai reçue, c'est 500 euros, par exemple, parce qu'on peut monter une société avec 100 ou 500 euros. Ces 500 euros, je vais les utiliser pour créer une société qui ne sera qu'à mon nom, qui me sera propre. On a un formalisme juridique à prévoir, et ça peut se faire. C'est une astuce juridique qui est complètement valide, mais on peut le prévoir de cette manière-là. D'accord, ok. À l'inverse maintenant, ce qu'on rencontre plus fréquemment sont des personnes qui sont mariées en séparation, où chacun a ses activités professionnelles, on sépare les patrimoines et on sépare les risques potentiellement. Et ensuite, les gens se disent, bah oui, mais tiens, il y a un bien qu'on aimerait bien avoir, qu'on aimerait bien acheter ensemble. Donc, soit c'est une indivision, soit on crée une société civile,
résidence principale, société civile, soit simplement on va aménager le régime matrimonial et on va créer dans le régime séparatiste un îlot de communauté qu'on va appeler une société d'accueil. Ok. J'ai une autre question de Fabienne. Est-ce qu'un viager est intéressant quand on n'a pas d'enfant en complément de retraite? Et si oui, à quel âge est-il raisonnable de le faire? Alors, Fabienne, le viager est intéressant à tout moment. À partir du moment où vous ne souhaitez pas transférer effectivement la propriété et avoir du revenu complémentaire, à quel âge? Je dirais que c'est à partir du moment où ça vous convient. Ce qu'il faut par contre tout de même avoir en tête, c'est que plus vous avancez en âge, plus votre espérance de vie se réduit. Sauf si vous pariez sur 121 ans et 6 années ou 108 ans hors taxe. Donc, mais l'idée quand même sérieusement, c'est que évidemment, on le sait, en avançant en âge, l'espérance de vie se réduit. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, le viager, qui est une modalité d'acquisition particulière, fait que on va immédiatement vous payer une partie du prix, ce qu'on appelle le bouquet, d'accord? Et ensuite, vous allez avoir une rente. Ou alors, vous pouvez très bien n'avoir qu'une rente et pas de bouquet. Mais ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que plus vous avancez en âge, et plus la rente et le bouquet seront importants, puisque, a priori, l'acheteur aura moins d'années à payer que si vous vendiez votre bien en viager à 30 ans. Donc, vendre son bien en viager, par exemple, à 30 ou 35 ans pour avoir du revenu complémentaire peut s'envisager, mais ce n'est pas économiquement le plus intéressant et ce n'est pas juridiquement le plus adroit parce que vous avez vendu. Et donc, du coup, après, vous ne pouvez qu'avoir la décision d'achat en une fois sous condition d'acceptation par l'acheteur des biens entiers. Donc, versement en une fois de la rente pour dire, OK, ça y est, vous êtes désengagé. Donc, généralement, on fait plutôt ça à un âge avancé, le viager vers 70-75 ans. Nous avons une autre question. Est-ce que les biens que je possédais avant le mariage deviennent communs? Non, si je suis marié en communauté, ça reste du bien propre, ce sont des biens propres. Attention toutefois, parce que vous avez des biens qui sont propres parce que possédés avant le mariage ou alors reçus par donation ou succession durant le mariage. Mais attention parce que s'il décide de vendre le bien, j'ai un formalisme à respecter si je veux que le bien me reste propre. Autrement, il tombe en communauté. On appelle ça une présomption de communauté. Donc là, on va parler d'une clause de remploi. On dit, voilà, je possédais déjà un compte titre, un portefeuille, actions, obligations, etc., que j'avais créé avant le mariage. Je commençais à gérer des actifs financiers. Bon. Et finalement, ce compte titre, ce portefeuille, je décide à un moment de céder tous les titres pour acheter un bien immobilier ou pour acheter un contrat de capitalisation. Donc, je vends les titres financiers, j'ai la contrepartie monétaire, j'ai le cash, je réinvestis sur un nouvel actif. Si je ne prends pas garde de dire que les fonds que j'utilise sont issus de la vente d'un bien qui était un bien propre pour moi parce que possédé avant le mariage, et qu'aujourd'hui, alors que je suis marié en communauté, je réinvestis sur un actif que je veux garder comme étant un bien propre pour moi, donc c'est ça ma clause de remploi. Si je ne fais pas cette clause de remploi, ça bascule en communauté. D'accord, très intéressant. C'est ça l'idée. Hein. Donc on a ces thématiques et c'est vrai que le régime matrimonial, en fait, ça se gère. Ça se gère par rapport à ce que l'on vient d'évoquer, ça se gère par rapport à des droits éventuellement de créanciers, ça se gère par des évolutions et des aménagements. Je peux commencer en séparation, passer en communauté, puis repasser en séparation. En fait, les changements peuvent se faire alors en fonction des législations différentes, mais on a ce principe de mutabilité possible. Tu as un grand merci. Eh bien, super, avec plaisir, avec plaisir. Et donc là, du coup, et ça rejoint finalement un peu ces questions sur le régime mat. Vous voyez, si je suis marié en communauté, j'ai les biens propres d'un côté possédés par chacun des époux qui correspondent à ce qu'ils avaient avant, puis les biens de communauté, possibilité d'aménager. Mais là, ça veut dire ici que les créanciers, pour les dettes qui prennent naissance durant le mariage, ont un droit sur le patrimoine propre de l'emprunteur si monsieur se l'emprunte, mais également sur la communauté intégralement, mais pas sur le patrimoine de madame. Si maintenant on est en séparation, on voit bien qu'on sépare les actifs, mais aussi les dettes. Donc on dissocie les risques. C'est ça le principe. D'accord ? J'avance parce que finalement, c'est ce qu'on se disait précédemment. Hein. Ensuite, ça, ce sont les droits du conjoint, parce que quand on raisonne sur régime matrimonial avec un client,
Je suis banquier, je travaille en banque privée, donc je conseille un client là-dessus, sur la gestion de son patrimoine, je pose la question du régime matrimonial, la présence d'enfants, enfants de première union, enfants communs, voilà, des discours assez simples aujourd'hui. Là aussi, je dis, bon, bah, très bien, est-ce que vous avez pris des dispositions particulières pour vous protéger entre époux? L'un des deux vient à disparaître. Alors, Émilie, tu sais que les hommes disparaissent avant leurs épouses. Je te rappelle que c'est de la galanterie, il ne faut pas le négliger, d'accord? Et donc, dans ce cas-là, soit j'ai la disposition légale, est-ce que le conjoint survivant a des droits, par exemple? En France, oui, c'est institué depuis des années, des décennies en réalité, et ça me mettait par contre révisé en décembre 2001. Différents pays. Sur le Gabon, par exemple, on a eu là aussi des modifications importantes du droit de la famille 2016-2021, où on a renforcé les droits justement du conjoint survivant et des enfants, quel que soit leur statut naturel, légitime, légitimé, enfin adopté. Voilà, donc on a des unicités là-dessus. Et l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, soit je me contente, entre guillemets, de ce que la loi me permet d'avoir pour protéger mon conjoint ou ma conjointe demain s'il y a disparition, soit je veux renforcer ses droits. Et là, on va parler d'une donation entre époux, donation dernier vivant ou testament. En fait, ce sont des droits testamentaires pour se protéger mutuellement. C'est ça l'idée. D'accord? Alors, justement, quand on parle maintenant de donation, c'est un petit peu ce que j'expliquais sur mon premier exemple. Est-ce que je peux transmettre par anticipation à des enfants de mon vivant? La réponse est oui. Est-ce que je vais donner en pleine propriété? Peut-être une somme d'argent ou de voiture à un moment, mais sinon un appartement, pas nécessairement, hein, pas n'importe comment, pas comme ça. Donc je vais peut-être justement donner en nue propriété pour rester usufruitier, c'est-à-dire utilisateur et percevoir des revenus, d'accord? Et en plus, on a vu dans l'exemple que ça coûte quand même beaucoup moins cher, puisque la nue propriété a une valeur fiscale moindre que de la pleine propriété. Ce qui est logique, hein, la nue propriété, c'est la propriété nue, c'est-à-dire privée du droit de perception du revenu et du droit d'usage. Donc, dans ce cas-là, bah, ça vaut moins cher. Donc, si je transmets la nue propriété, raccourci, je transmets la nue propriété, ça coûte fiscalement moins cher. Ça me permet de rester maître chez moi. Ça, c'est important, d'accord? Et ensuite, bah, l'enfant deviendra propriétaire, mais le plus tard possible, lorsque je ne serai plus là et que mon épouse elle-même, qui sera usufruitière successive, aura disparu. Donc, on aménage ça dans le temps. Nous avons une question. Si je suis mariée en communauté et que j'hérite des biens ou de l'argent de mes parents, est-ce que ce sera dans la communauté ou est-ce que ce sera mon nom propre et donc mes biens propres? Ce sera parce qu'issu d'une succession des biens propres ou du bien propre, d'accord? Ça, c'est une certitude. Par contre, attention, parce que sur les réutilisations, je reçois un bien immobilier, je décide de le vendre quelques années plus tard pour réinvestir, c'est là où je dois penser. Voilà, présomption de communauté, donc clause de renvoi pour que ça reste propre. Exactement. Exactement. Hein, la traçabilité sur un plan juridique est très importante. Oui, absolument. Donc, je sais en tout cas que je peux donner par anticipation et pouvoir faire différents types, justement, de libéralité. Donc, quels sont les outils, finalement, qu'on peut avoir ou quels sont, je dirais, une fois qu'on a regardé un petit peu de droit civil, des régimes matrimoniaux, les protections entre époux, la possibilité de donner en pleine propriété, en démembrement, etc., on va se dire, bah, finalement, qu'est-ce que j'ai comme type d'actif primaire ou qu'est-ce que je retrouve dans un patrimoine? Déjà, la base, c'est l'immobilier, c'est la pierre. Et dans énormément de régions du monde, les gens sont évidemment attachés à l'immobilier. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai la résidence principale, c'est un peu la fondation. Je sais que le jour où j'arrêterai de travailler, alors pour ma part, jamais, hein, le jour où c'est pas une blague en plus, c'est vrai. Jusqu'à 121 ans? Non, je pense que dans 120. Allez, raisonnable. Ouais, je prendrais 1,6 ans de retraite. 1,6 ans de retraite. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que si j'ai ma résidence principale, bon, bah, j'ai plus de loyer à payer derrière. On entend souvent l'allocation, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Oui, alors c'est vrai, ça me fait penser d'ailleurs à ce que me dit souvent ma femme. Attention, non, parce que la location, c'est jeter de l'argent par les fenêtres, donc là, on investit comme ça, comme ça, comme ça. Elle a raison. Bon, mais en même temps, la résidence principale, c'est une chose, parce que je suis logé, je suis propriétaire. Mais derrière, est-ce que je dois acheter n'importe comment et à tout crin l'immobilier? Pas nécessairement. L'immobilier n'est pas un actif liquide. C'est un actif qui paraît sûr parce qu'il est tangible, mais il n'est pas liquide. En clair, ça veut dire que si j'ai besoin d'argent sous 48 heures, je ne vais pas vendre mon bien en 48 heures. Ou alors, le seul qui va faire une bonne affaire, c'est l'acheteur. C'est pas moi, vendeur.
Premier point. Deuxième point également, j'ai un locataire qui est en place. Est-ce que mon locataire va toujours payer ses loyers? Est-ce que je n'ai pas un risque de défaut de paiement? S'il ne me paye plus les loyers, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je récupère mon bien? Donc, je dois y penser. Et puis après, c'est la qualité du bien, l'entretien, l'emplacement. Alors, une autre question. Car donation au dernier vivant, le mari disparaît. La veuve peut-elle vendre l'appartement? Que se passe-t-il au niveau fiscal? Alors, est-ce que la veuve peut vendre l'appartement? Si déjà j'ai une donation dernier vivant, les droits du conjoint sont des droits accrus sur la succession. Donc la première question qu'il faut se poser finalement, c'est à qui était le bien? Premier point. Si le bien était la propriété exclusive du défunt et que l'épouse survivante se retrouve en concours à la succession avec les enfants, bien souvent elle va avoir des droits en usufruit. Et donc, des enfants vont être nus propriétaires. Donc, est-ce qu'elle peut décider seule de vendre le bien? La réponse est non. Il va falloir l'accord des enfants nus propriétaires. Hein? Et c'est justement pour cela, ici, qu'on utilise parfois des sociétés civiles pour conserver des droits, justement, de vente future. Parce que dans ce cas-là, ce sont des titres, des parts sociales qui sont portés à la succession. Donc, l'épouse est usufruitière des parts sociales, les enfants nus propriétaires. Mais le bien immobilier, lui, il est dans la société civile. Donc, il faut que l'épouse soit gérante pour qu'elle puisse décider de vendre le bien au nom de la société civile. Donc, on retrouve du pouvoir de cette manière-là. Une autre question. Je reviens sur la clause de renvoi. Oui. Elle se fait chez le notaire? Du tout, pas nécessairement. Non, j'ai aucune obligation. Il faut simplement ici, alors si je suis en France, je respecte les conditions de l'article 1434 du Code civil. Je dis d'où viennent les fonds. Je dis à quoi ils sont destinés. Je date, je signe. Je conserve. Quand ce sont des actifs financiers, de toute façon, ça c'est transmis auprès de ma banque ou de mon assureur, d'accord, et c'est lui qui va conserver ça par gestion électronique des documents, une GED. Quand je suis sur une acquisition immobilière, là, de toute façon, pour l'achat immobilier, il faut le notaire. Le notaire, dans l'acte authentique, va identifier les financements, et donc si c'est propre, il le précise. D'accord. Donc, en tout cas, l'investissement immobilier pour faire de la location hormis la résidence principale, très bien. Ensuite, même chose, est-ce que mon immobilier est commercial? Est-ce que c'est de l'immobilier locatif d'habitation? Quelle est la localisation, l'emplacement, la qualité de construction? Et puis, ce que j'aime bien, et ce qu'on fait très régulièrement pour les chefs d'entreprise, c'est je suis chef d'entreprise, j'ai besoin d'acheter des bureaux, et je vais utiliser une société civile qui va lever de la dette pour racheter mes bureaux. Et en fait, ce sera ma société d'exploitation qui deviendra locataire de ma société civile. Et donc, c'est un moyen d'acquérir finalement, entre guillemets, assez facilement de l'immobilier en utilisant sa société d'exploitation pour acquérir de l'immobilier commercial. D'accord. Technique intéressante. On a également les notions d'assurance vie. Donc, assurance vie, globalement, l'idée quelle est-elle? C'est de dire que finalement, je vais investir sur un contrat qui va être géré par une compagnie d'assurance. Je vais pouvoir investir soit sur des actifs immobiliers titrisés, on parle d'OPCI, on parle de SCPI, ce sont des véhicules d'investissement d'ailleurs qui arrivent. Il y a 10 jours de ça, l'OPCI, c'est-à-dire l'organisme de placement collectif dans l'immobilier, c'est un mix entre l'immobilier et de la finance, est arrivé sur la zone CEMAC, Afrique centrale. Ça n'existait pas. Et ça y est, la réglementation a été prise par la COSUMAF. L'OPCI arrive. Donc, on peut investir de cette manière-là. Tout comme on peut investir sur des fonds actions, des fonds obligataires, différents fonds, ce qu'on appelle les gestions flexibles, des gestions mixtes. Là, je prendrais presque en fait ma casquette non plus d'ancien notaire, mais d'associé également d'une société de gestion sur Paris, qui se développe, d'ailleurs qu'on développe également sur différentes régions ou sous-régions sur le continent africain, mais l'idée c'est ça, c'est que sur un contrat d'assurance vie, en fait, je vais pouvoir avoir accès à différents marchés financiers, acheter et vendre comme je l'entends au sein de mon contrat d'assurance vie, d'accord, utiliser ce contrat à terme pour avoir des revenus complémentaires pour une retraite, par exemple. Vous voyez, par rapport au viager où je vendais en viager pour avoir du revenu complémentaire, j'ai également la possibilité d'avoir aussi de l'assurance vie. Je crois que c'est Fabienne qui avait posé cette question, aussi de l'assurance vie ou du contrat de capitalisation pour avoir du revenu complémentaire à terme. Donc l'assurance vie, ça sert à quoi? C'est de l'épargne de précaution, c'est de la retraite. Ce sont les études des enfants également, puisqu'on met de l'argent de côté. Dès qu'un enfant naît,
C'est bien quand on peut de tout de suite mettre un petit peu d'argent de côté, parce que les études supérieures, c'est une horreur. Moi, j'en ai deux, c'est un prix complètement fou. Mais par contre, on leur offre un avenir, donc en tant que parent, on le fait, hein, mais il faut le prévoir. D'accord? Et l'assurance vie, enfin, ça permet également d'avoir des transmissions facilitées et beaucoup moins fiscalisées qu'un actif bancaire ou un actif de droit commun ou autre. J'ai en effet deux autres questions. Alors, une première, je vais prendre la deuxième. Voilà. Est-ce que les biens reçus en donation dans le cadre d'une succession peuvent rentrer dans la communauté? Ah, si on choisit de le faire, oui. Absolument. Okay. C'est complètement faisable. Se pose alors la question à terme de la liquidation du régime mat. Comment est-ce qu'on liquide un régime matrimonial? Soit parce qu'on le modifie, on passe de la communauté à la séparation, soit parce qu'il y a une séparation, réellement un divorce, on liquide, soit il y a une disparition, un décès, et on liquide aussi. Donc en fait, quand je fais rentrer des biens propres en communauté, ce que je dois regarder selon le système juridique applicable dans lequel je vis, c'est ce qui était propre bascule en communauté. Si demain les époux décident de se séparer, est-ce que j'ai une espèce de récupération économique et comptable? C'est ce qu'on appelle une récompense ou pas? D'accord. Et une autre question, enfin une demande, pouvez-vous revenir sur l'astuce de rachat de biens immobiliers par son entreprise via une SCI créée par la personne en question? Voilà, je veux bien faire bien vouloir faire une analyse fiscale comparée à une acquisition immobilière directe. Alors là, en 3 minutes, ça va être un tout petit peu compliqué. Je peux par contre esquisser. Oui, 108 ans. Mais non, mais l'idée, c'est que déjà, ce que je peux vous dire de manière très simple, si je raisonne sur une société civile à l'impôt sur le revenu, hier, parce qu'une civile peut être à l'impôt sur le revenu, comme si je détenais en direct et je perçois les loyers qui sont des revenus fonciers, soit ma société civile, je la fais opter pour un impôt société avec les règles de l'IS, amortissement comptable, amortissement fiscal, traitement dividende du résultat, etc. Donc, l'idée déjà, simplement, quelle est-elle? Si j'achète un bien immobilier en direct, ce sont les bureaux destinés à ma société. Ça signifie ici que je suis propriétaire, je conclus un bail entre moi-même et ma société, d'accord? Et ma société me verse des loyers. Ce sont des revenus fonciers. À ce niveau-là, sur un plan fiscal, c'est exactement la même chose que si j'utilisais une société civile à l'impôt sur le revenu, sur un plan fiscal. Par contre, si je raisonne un petit peu plus loin, en termes de gestion, si je détiens un bien immobilier en direct, il est dans mon patrimoine personnel, mes créanciers personnels ont des droits indirectement sur ce bien immobilier, puisque les créanciers ont un droit de gage général sur mon patrimoine. Si j'utilise une société civile, c'est la société qui détient le bien. Mes créanciers ne sont pas les créanciers de la société civile. Donc j'ai déjà là aussi une dissociation, ce qu'on appelle l'écran de la personnalité juridique, donc une protection des patrimoines. Ça, c'est le premier point. Deuxième point également, si je veux pouvoir transmettre, si je veux transmettre le bien immobilier que je détiens en direct à mes enfants aujourd'hui, que ce bien, je l'ai acheté pour 500 000 €. Même si j'ai 500 000 € de dette en face, pour la donation, le bien vaut 500 000 €. Il ne pourrait être retenu pour une valeur de actif moins passif que si je transmettais également la dette à mes enfants. Je ne vais pas leur transmettre la dette. Si maintenant j'utilise une société civile, là je raisonne en actif net. À l'actif, la société détient les bureaux pour 500 000 €. Au passif, j'ai une dette de 500 000. 500 000 moins 500 000, zéro. Ma société civile vaut zéro, Émilie, économiquement et fiscalement. Ça veut dire que là, je peux transmettre à mes enfants pour zéro droit de donation un bien qui vaut déjà 500 000 €, dont le crédit sera remboursé par ma société. Et en plus, j'ai dissocié mes risques. Voilà, donc ça donne un aperçu et après, c'est la thématique fiscale, IRIS. Ça ouvre, voilà, exactement. Il y a plein d'autres. Mais il y a des champs d'application qui sont effectivement extrêmement importants avec une société civile. Absolument. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Donc, assurance vie ou contrat de capitalisation, c'est sensiblement la même chose. D'accord. Là aussi, je vais l'utiliser, moi je dirais avec des volontés, en tout cas un petit peu différentes pour ma clientèle. Est-ce que j'ai des héritiers que j'entends privilégier ou des enfants
Et si j'ai de l'assurance vie, je vais peut-être plutôt travailler côté assurance vie puisque la fiscalité est moindre. Si la thématique de la transmission n'est pas un écueil particulier pour moi, je peux travailler en contrat de capitalisation. Très simplement. Pour ce qui est de la gestion des retraits, on va dire que c'est sensiblement la même chose, hein, d'accord. Et puis après, ça permet là aussi d'avoir des techniques particulières, par exemple des grands-parents, 75-80 ans, qui ont un petit peu d'argent, peuvent transmettre aux petits-enfants. Là aussi, pour le faire de manière un peu intelligente en gardant la main, ils vont souscrire des contrats de capitalisation, 4 petits-enfants, 4 contrats de capi, par exemple, et ensuite, la mamie va transmettre la nue propriété du contrat de capitalisation à chacun des petits-enfants. Elle reste usufruitière. Donc, elle continue à gérer, elle a la main sur la gestion. Si demain, elle décidait de reprendre une partie des fonds, elle peut le faire librement pour ce qui correspond au rendement parce qu'elle est usufruitière. Enfin, voilà, j'ai des choses assez simples. Alors évidemment, si c'est au-delà du rendement, il faut l'avis du petit enfant. Hein, je refais ça en français tranquillement. Moi, j'aime bien les exemples chiffrés. Hein, c'est mon expression, c'est de le dire, je le fais en français quand je prends l'exemple chiffré. Oui, non, c'est ça, c'est bien très du chinois. C'est ça. Donc, j'ai par exemple un contrat de capitalisation sur lequel, tiens, on va basculer en CFA, sur lequel j'ai investi 1 million de CFA, 1500 euros. Donc, j'ai 1 million d'investis sur mon contrat de capitalisation, d'accord? Et à la fin de l'année, mon contrat de capitalisation a eu un rendement de 4%. Mon million est devenu 1 040 000 francs. Je suis usufruitier. J'ai besoin de prendre 30 000. Est-ce que je peux les prendre seul? Oui, parce que j'ai eu 40 000 francs d'intérêt et les 30 000 correspondent de toute façon aux intérêts. Donc ça, c'est mon droit en tant qu'usufruitier. Ce sont les fruits. Maintenant, j'avais 1 million, j'ai 1 040 000 francs, j'ai besoin de 100 000 francs. Dans ce cas-là, je vais demander l'avis de mon petit enfant, de mon enfant nu propriétaire, parce que j'ai 40 000 d'intérêt, mon droit d'usufruit, mais il y a 60 000 qui normalement sont également pour partie à lui en capital. Donc là, les deux signent. D'accord. Et toujours pour aller dans le même raisonnement, Émilie, si je veux pouvoir gérer des actifs financiers en contrat de capitalisation, tout en ayant une transmission en nue propriété, sans demander l'avis des enfants du propriétaire, j'utilise, comme tout à l'heure, une société civile qui, elle, va détenir les contrats de capi. Et moi, je suis gérant de la société civile, je suis usufruitier et je transmets les titres. Donc, il y a des choses, en fait, finalement, qui deviennent après des réflexes quand on comprend. C'est un petit peu de pratique, hein. C'est comme le sport ou les arts martiaux, il faut pratiquer un petit peu. Mais... Oui, merci beaucoup. C'est vraiment très, très intéressant de faire ce lien entre notre pan professionnel et le pan personnel. Comment se protéger, mais comment potentialiser aussi. Exactement, exactement. Et les interactions sont permanentes. Patrimoine personnel, patrimoine professionnel, gestion actuelle, gestion future, transmission, utilisation, mise en garantie, fiscalité et finances. Ce qui est absolument primordial. C'est ça. Et la bourse, oui, dans tout ça, c'est ça pour moi, c'est du chinois. Bah oui, la bourse dans tout ça. Alors, si tu investis en assurance vie ou en contrat de capitalisation, tu vas avoir accès à des fonds actions, à des fonds en euros éventuellement, à un peu d'obligations, etc. Maintenant, si tu veux vraiment avoir tout l'univers d'investissement, c'est-à-dire que je veux investir aussi bien sur des fonds basés en Inde, donc des sociétés basées en Inde, que des sociétés basées en Chine, que du Brésil, que des États-Unis, que la France, que la zone CEMAC avec la BRM, etc., que je veux pouvoir investir partout, c'est pas au travers d'un contrat d'assurance vie, c'est au travers d'un compte titre. Là, j'ai tout mon univers d'investissement. Donc, je peux acheter des actions de par le monde. Je peux acheter et vendre aussi des obligations de par le monde. Je peux avoir des instruments financiers particuliers qu'on appelle des trackers, des ETF. En fait, je peux avoir des produits structurés qu'on appelle des EMTN, Euro Medium Term Note. Je peux avoir ensuite des swaps de taux. Enfin, je peux travailler vraiment sur de la finance globalement. J'ai accès à tout. Alors, soit... C'est plus risqué, j'imagine. Oui et non. Un titre vif est toujours plus risqué qu'une gestion collective, ce qu'on appelle un fonds. Pourquoi? Parce que si j'investis sur un fonds action, mon gérant, par exemple chez nous, Métis Gestion, la société de gestion sur laquelle je suis associé, on a un fonds notamment qui s'appelle Métis Entrepreneur. Donc, notre gérant star investit, donc notre gérant phare, je l'appelle notre gérant star, ça m'embête à chaque fois, parce qu'il est très modeste. Donc, dans le fond, en fait, Mathias investit sur 40 valeurs en permanence. Donc, en fait, il analyse en permanence 150 à 200 sociétés en permanence. Et dans le portefeuille, j'ai toujours 30 à 40 sociétés. Investir sur un fonds, voilà exactement, dilue le risque, parce que si j'ai un plantage sur une société,
ça permet de la céder du portefeuille, et j'ai toujours 39 valeurs qui fonctionnent bien, et il va en rechercher une autre. Si je fais ça moi-même en direct, et que j'investis sur une action, alors si c'est une société qui fonctionne parfaitement, très bien. Mais si j'ai un plantage, je me suis exposé à un risque fort parce que je n'ai pas diversifié mon investissement. Mais c'est ça, puis, enfin, avec le quotidien et tout ça. C'est ça. Est-ce que je vais avoir le temps? Donc c'est pour ça qu'en fait, à partir de certains montants, on va investir sur des comptes titres en plus de l'assurance vie ou le contrat de capi. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir accès à tout le marché cette fois-ci, mais on va pouvoir faire des allocations sectorielles, géographiques, et là aussi, bien souvent, le client délègue la gestion, soit la banque, soit une société de gestion. On va plutôt vers une société de gestion si on veut quelque chose d'un peu performant. Mais les banques ont aussi des sociétés de gestion en interne. Hein. Et ça veut dire là qu'on est sur une gestion plus proche des besoins du client. Et on va parler d'une gestion sous mandat. Le client mandate la société et la délègue pour la gestion au quotidien. Et ça, on le fait par l'intermédiaire notamment d'un compte titre. Sachant que mon compte titre, là aussi, peut être détenu soit à titre personnel, soit par une société civile ou commerciale ou un holding ou autre. D'accord. Donc, du coup, un peu d'ingénierie patrimoniale, maintenant qu'on a évoqué tout ça. Alors, ça pourrait paraître un petit peu dans le désordre, une espèce de boboon. Enfin, le boboon, c'est très bon. Je suis bien d'accord avec toi. Absolument. Ça peut paraître un peu dans le désordre, mais c'est très bon, le boboon. Donc, là, justement, quand on va regarder cette thématique d'ingénierie patrimoniale, on va regarder deux choses, en fait. Bon, alors, on va partir d'un petit cas pratique. Avec des personnes mariées en séparation de biens qui ont des fonds. Volontairement des fonds pour qu'il y ait du calculatoire, et qui se disent, on a 2 filles, comment est-ce qu'on peut transmettre au mieux? Première option, j'utilise du contrat d'assurance vie, et le jour où je ne suis plus là, je vois combien ça coûte en fonction de la fiscalité. Alors je vais partir sur une fiscalité française pour le raisonnement, mais combien ça coûte et qu'est-ce qui reste aux filles? Première option. Deuxième option, maintenant, je rencontre quelqu'un qui me parle de société civile. Est-ce que c'est intéressant de faire et de donner tout de suite plutôt que d'attendre le décès? Et là, on va voir que finalement, un peu de conseil peut être un très bon investissement. Donc, avant tout, l'idée, c'est qu'on va utiliser une société civile. Donc, une société civile, ce sont des statuts, c'est donc du juridique, encore du juridique. Donc, il va falloir avoir affaire à quelqu'un qui sait rédiger ça. Alors, je peux trouver des statuts gratuits. Je tape sur Internet, sur n'importe quel moteur de recherche, statut société civile, et je vais en trouver. Je vais avoir quoi? Pas grand-chose. Le prix de la gratuité. D'accord. C'est-à-dire que je vais avoir des statuts types qui ne seront pas, de toute façon, performants. Nous avons une question. Les PER et PERCO représentent quel type d'investissement? Alors, PER et PERCO, donc ce sont des plans d'épargne retraite soit individualisés, donc on parle de PERI ou PERIN, c'est issu de la loi Pacte en fait de 2019, d'accord? Le PERCO, c'est un plan d'épargne retraite collectif, et donc ce sont des véhicules d'investissement que l'on a en France qui permettent sur un PER individuel d'avoir une défiscalisation sur la somme investie. En fait, le versement fait sur le PER vient diminuer ma base taxable, donc ça me permet de payer moins d'impôts. Et c'est le jour où je suis à la retraite que je vais récupérer ces sommes, soit en une fois, soit en plusieurs fois, avec quelques possibilités de déblocage anticipé. PERCO, c'est parce que c'est collectif. Et en fait, c'est ma société ou mon employeur qui, en fonction de mes versements, si j'ai un plan de participation d'intéressement, va également abonder sur les sommes. Ouais. Donc, c'est une sorte d'épargne. On a parlé assurance vie, CAPI, compte titre, etc. On a plein d'autres véhicules. On a effectivement toutes ces thématiques d'épargne salariale. Donc, du coup, ma société civile, c'est une société, donc il faut que j'ai quand même affaire à un juriste qui comprend un petit peu ce qu'il dit et puis surtout qui puisse anticiper. C'est-à-dire que soit je fais quelque chose qui est assez statique, c'est-à-dire que ce sont des statuts types, ça a fonctionné, mais optimiser. Et puis à chaque fois que ma vie évolue, il va falloir que je pense à modifier. Et comme les gens n'y pensent pas, j'ai un outil qui est plus adapté du tout. Soit j'ai affaire à un juriste qui va prendre le temps de la discussion avec moi et qui globalement, derrière, va me proposer des pistes de réflexion et va les mettre en musique, va rédiger parce que c'est son métier. Et là, je fais une société civile qui va être tout à fait opérante pour 1, 2, 3, voire 4 générations. Puisqu'une société peut, de toute façon, être infinie dans l'absolu. La durée est de 99 ans, mais on peut proroger en permanence. Bien plus que 121 ans. En fait, 121 ans, quoi. Ça n'arrête plus. Donc, je dois avoir un peu d'attention là-dessus. Mais alors, l'idée, le cas, parce que je vois que
Oui. Notre horaire avance aussi, donc juste pour terminer là-dessus et laisser le temps à quelques questions, voilà. Vous avez un couple marié en séparation, d'accord, qui dispose de sommes importantes, ils ont fait une donation entre époux pour se protéger mutuellement, ils ont 2 filles et là, ils ont 1 million d'euros à disposition. Ils ont vendu une société, ils ont vendu de l'immobilier, ils ont du cash et justement, ils se disent comment est-ce qu'on peut faire les choses de manière un peu intelligente. La première idée classique, c'est de dire voilà, si on investit en assurance vie, monsieur investit 500 000 euros, madame investit 500 000 euros, c'est un actif qu'ils détenaient ensemble, donc ils investissent tous deux. Si je veux me projeter un petit peu, je vais dire très bien, monsieur, 64 ans, votre espérance de vie d'après les tables statistiques est sensiblement de 17 ans. Stabline, c'est sur les tablines, c'est pas INSEC, mais statistiquement 17 ans. Madame, votre espérance de vie, 59 ans, vous êtes plus jeune et en plus vous êtes une femme, 26 ans. Si je raisonne sur un rendement moyen de 4% annuel, ce qui est déjà bien, globalement, donc en linéaire, les 500 000 euros de monsieur dans 17 ans seront devenus 980 000 euros. Côté de madame, ces 500 000 euros dans 26 ans seront devenus 1 400 000. Donc déjà, on voit que le temps a une incidence sur la capitalisation, bien évidemment. Ça veut dire que monsieur disparaît dans 17 ans. J'ai 980 000 euros en assurance vie. 2 bénéficiaires qui sont les filles, chacune par moitié. J'ai une fiscalité applicable ici qui permet d'avoir un abattement par enfant de 152 500 euros. Donc j'applique mes abattements et puis après je taxe à 20%. Allons directement au résultat. Les 980 000 euros supportent 135 000 euros d'impôts. On peut dire c'est beaucoup. Oui et non. En réalité, ça fait moins de 20% de pression fiscale. On est sensiblement à 14,5% de pression fiscale. C'est beaucoup, mais c'est pas si cher. Je vous rappelle que les droits de succession montent jusqu'à 45% en France. Et j'ai d'autres pays comme la Belgique où je vais taper allègrement les 50%. Ensuite, côté madame, même chose, 1,4 million à sa disparition, l'abattement, la fiscalité, ça coûte cette fois-ci 219. Donc en clair, les époux investissent chacun 500 000 euros en assurance vie, j'ai du rendement moyen de 4%, sur les 2 disparitions cumulées, ça coûte 354 000 euros. C'est une somme importante, mais en même temps, ce sont les capitaux d'assurance qui permettent de payer cela. Et les époux, ce ne sont pas des saisies. Maintenant, on va raisonner quand même avec la société civile. Je rappelle bien que je ne mets pas en opposition, c'est juste pour raisonner. Ici, on va constituer une société civile avec un capital d'1 million d'euros. Alors, il y a des sources d'optimisation bien plus malines, mais pour ça, ça demande une lettre de mission, une facturation d'honoraires. Donc, on aura une question d'ailleurs par rapport à ça. Mais l'idée ici, je vais faire une société civile avec un capital d'1 million d'euros, monsieur à 50%, madame à 50%. Et maintenant, les époux individuellement vont transmettre la nue propriété des parts. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Déjà, comme c'est la nue propriété, compte tenu de l'âge de monsieur, c'est le barème fiscal applicable en France, 669 du Code général des impôts, la nue propriété vaut 60%. 500 000, 60%, 300 000 euros. Divisé par 2, 2 filles, 150 000 chacune. Abattement de 100 000 euros, je suis sur une donation. 50 000 de base taxable. Calcul de droit ici, pour donner la nue propriété de 500 000 euros, ça coûte 16 390 euros tout de suite. Côté madame, même raisonnement, mais elle a 59 ans, donc 50% de valorisation du pro, ça coûte 6 390. Ça veut dire ici que pour à peine 23 000 euros, j'ai déjà transmis 1 million d'euros, tout de suite. Ah oui, mais je suis plus propriétaire. Oui, mais c'est pas grave. Parce que c'est la société civile qui détient 1 million d'euros que je vais gérer en compte titre, en contrat de capi, etc., en immobilier. Je gère ce que je veux comme je veux dans ma civile. Les époux sont co-gérants, ils ont gardé le pouvoir. Et donc, à terme, les filles deviendront propriétaires pour 0. Ah, mais grosse économie du coup. Stéphane demandait, avez-vous des juristes à nous proposer? Et ça, je vous propose de nous contacter et nous aurons le plaisir de vous mettre en relation, bien entendu. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir, avec plaisir. Donc finalement, pour conclure, et notre timing est bon, mais donc pour conclure, on voit que mettre en place une société civile, pas à tout craint, parce que là, je prends des sommes un peu conséquentes. Je ne fais pas une société civile, par exemple, si j'ai 100 000 euros à investir. 100 000 euros, c'est déjà beaucoup d'argent. Qu'on s'entende bien. Qu'on s'entende bien, c'est déjà beaucoup d'argent, mais le coût de la mise en place de la société civile, de la gestion, etc., parce qu'il y a un petit peu de coût de gestion. Bon. Si je suis, par contre, sur des montants plus importants, ou alors sur des acquisitions immobilières qui vont prendre de la valeur, là, je fais de la société civile.
Mais en réalité, ce que je vois, c'est que ces stratégies, ça permet de transmettre immédiatement, mais sans perdre le pouvoir. Ça me permet également d'avoir économiquement des effets de levier si j'ai endettement et de la conservation. C'est une dissociation, en fait, pouvoir-finance qu'on va utiliser, en fait, avec ces sociétés civiles. Donc, on fait du civil, de l'économique, du fiscal. Et un transfert est possible si je n'ai pas eu la lueur qui me disait d'acquérir par le biais d'une société. On peut complètement décider d'apporter un bien ou de vendre un bien qu'on a déjà à la constitution d'une société civile. Alors, je vais avoir une fiscalité applicable suivant mon pays de résidence fiscale et ma localisation, bien évidemment. Donc ça s'analyse préalablement pour voir quels sont les coûts intercalaires, mais c'est complètement réalisable. J'avais une résidence principale et je me dis, mais flûte, j'aurais dû la mettre dans une société civile. On voit très bien. Je vais constituer une société civile par voie d'apport, et donc je vais basculer la résidence principale dans la société civile. Je n'aurai pas de plus-value à payer puisqu'en France, on est exonéré pour tous les mouvements sur résidence principale. D'accord ? Donc ça, c'est un élément que je regarde en droit interne français. Et puis ensuite, je vois s'il y a des droits d'enregistrement. Là aussi, il y a des astuces. Ça coûte que dalle. Donc en fait, c'est l'idée. C'est l'idée. Mais ce qu'on voit finalement, c'est que la gestion de patrimoine, c'est d'abord du bon sens, bien souvent. Bien souvent, c'est ça. C'est savoir se projeter dans le temps. Et ça, c'est d'abord finalement, c'est ce qui est le plus compliqué pour un client. C'est de dire, mais je ne sais pas où je vais en être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et moi, mon premier job de conseil, c'est d'abord ça. C'est-à-dire que si on se rencontrait sur ce biais-là, Émilie, je commencerai déjà par te dire, bon, bah, écoute, explique-moi qui tu es, globalement, et puis explique-moi ce que tu souhaiterais. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, mais sans aucune contrainte. Je ne veux pas de contrainte fiscale, je m'en fiche. Je ne veux pas de contrainte juridique économique. Et après, en fonction de ça, c'est moi qui dois pouvoir rétro-pédaler, m'adapter, te faire tendre vers ce que tu souhaites et avec de la liberté, de la souplesse. Alors, je prendrai les 2 dernières questions et ensuite te laisserai le mot de la fin. Donc, j'ai une résidence principale et une résidence locative. Je souhaite vendre ma résidence locative. Comment serais-je taxé? Faut-il plutôt vendre en tant que résidence principale? Alors, vendre en tant que résidence principale permet une totale exonération, si je réside en fiscalité française. Oui. Si je vends maintenant un actif locatif, je vais générer une plus-value. Ma plus-value en France par le bénéfice d'abattement est complètement exonérée au bout de 22 ans sur un plan fiscal, 30 ans au niveau des prélèvements sociaux. En réalité, maintenant, ce que je peux regarder aussi, si le bien locatif s'est libéré, le locataire est sorti, ça va être de dire, bon, ok, finalement, sur quel bien la plus-value est-elle la plus importante. Alors attention, parce que l'administration est quand même extrêmement regardante et il faut éviter l'effectivité. Mais est-ce que je ne me dis pas finalement, bah tiens, j'aurais peut-être intérêt à déménager dans ce bien qui avant était locatif, à y vivre 2-3 ans pour ensuite le mettre à la vente. Ma résidence principale devenant une résidence secondaire. Pourquoi pas? Mais il faut qu'il y ait une motivation économique et juridique. Et dernière question, faut-il acheter des biens immobiliers au travers de ma société civile ou acheter en direct les biens et les mettre sous la gestion de la société immobilière? Alors plutôt tout de suite via une société civile. Via une société civile, ce qui va me permettre justement de dissocier les notions de pouvoir, de finance, et là aussi d'avoir des thématiques de flux financiers mieux gérées. Donc c'est plutôt dans ce sens. Ok, très bien. Je te laisse le mot de la fin. Si tu... Le mot de la fin, écoute, il est très simple. Pour moi, c'est de dire que en matière de gestion de patrimoine, voilà, il faut pouvoir être accompagné, encadré. Il faut savoir où prendre ces informations parce qu'on lit beaucoup de choses qui sont totalement inefficientes, inefficaces, voire stupides sur certains forums bien pensants. Donc non, on prend son temps, on réfléchit, on échange. Et avant tout, du bon sens, du bon sens, du bon sens. C'est d'abord, en fait, le propre. Et le vrai mot de la fin, c'est que j'ai été ravi, en fait, de cette première intervention et j'espère qu'on en aura bien d'autres. Et on te retrouvera d'ailleurs au niveau de nos web experts pour les personnes qui seraient actuellement en parcours de formation IFG Executive Education. Sachez que vous aurez l'occasion de retrouver Étienne autour de ces mêmes thématiques dans le cadre donc de webinaires en synchrone et en live. Un grand merci à toutes et à tous. J'ai vu en effet certaines questions sur le fait de partager cette présentation, donc elle ne sera pas partagée telle qu'elle, mais par contre, en effet, un lien vers le replay de notre présentation. Vous nous retrouverez pour, alors pas pour 121 ans,
mais en tout cas, un bon moment. Donc, n'hésitez pas à reconsulter la vidéo qui sera donc en replay. Le lien vous sera envoyé. Une très, très belle journée à toutes et à tous. Merci beaucoup, Étienne. Merci, Et à bientôt. Merci à toutes et tous. Merci, À au très revoir. vite. Au revoir.